Il existe deux types d'explorateurs en ce monde. Les premiers conquièrent des continents, escaladent des montagnes, plongent dans les abysses marins. Ils cherchent le monde, là-bas, toujours plus loin. Les seconds ferment les yeux et découvrent l'univers. Cette étrange vérité trouble notre époque obsédée par l'extérieur. Nous photographions chaque instant. Nous collectionnons les expériences comme des trophées. Nous croyons que la vie se trouve dehors, dans le mouvement, dans la conquête. Mais que se passe-t-il quand on inverse la direction du regard? Et si le monde que vous voyez n'était qu'un reflet de votre âme? Cette question n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité psychologique que certains êtres découvrent, parfois par accident, parfois par nécessité. Ils trouvent dans leur intériorité des continents plus vastes que tous les atlas réunis. L'œil ne peut pas se voir lui-même sauf dans un miroir. Et si la réalité entière était ce miroir, ces êtres particuliers ne fuient pas le monde. Ils comprennent quelque chose de plus subtil. Le monde extérieur n'est que la périphérie d'un centre invisible. Ce centre, c'est eux-mêmes. Imaginez un instant cette inversion radicale de perspective. Au lieu de chercher le sens là-bas, dans les événements, dans les autres, dans les accomplissements, vous le trouvez ici, maintenant, dans la texture même de votre conscience. Le chercheur intérieur ne demande pas « Que puis-je obtenir du monde ?» Il demande « Que puis-je découvrir en moi ?» Cette psychologie particulière transforme chaque expérience en révélation intime. La pluie sur la fenêtre devient une méditation sur la mélancolie. Un visage dans la foule révèle un aspect caché de soi-même. Chaque livre lu est une conversation avec sa propre âme. Le miroir cosmique ne reflète que ce que nous sommes prêts à voir. Carl Jung a passé sa vie à cartographier ces territoires invisibles. Il parlait d'individuation, ce processus mystérieux par lequel l'être humain devient qui il est vraiment. Non pas en imitant, non pas en conquérant, mais en descendant dans les profondeurs de sa psyché. Le soi, disait-il, est le centre de l'univers personnel. Pas l'ego, cette petite voix anxieuse qui veut contrôler. Le soi est plus vaste, plus ancien, plus sage. Il contient les opposés, lumière et ombre, masculin et féminin, ordre et chaos. Il est le monde intérieur dans sa totalité. Gaston Bachelard, philosophe de l'imagination, allait plus loin encore. Il parlait de la poétique de l'espace intérieur. Chaque être humain porte en lui une maison secrète, avec ses greniers pleins de souvenirs, ses caves profondes où dorment les peurs ancestrales, ses fenêtres qui s'ouvrent sur l'infini. Cette maison n'existe nulle part dans l'espace physique. Elle est plus réelle que n'importe quelle construction de pierre. Les matérialistes modernes sourient devant ces idées. Pour eux, seul existe ce qui peut être mesuré, pesé, photographié. Mais ils oublient une évidence troublante. Leur propre conscience, qui mesure et pèse, échappe à toute mesure. Le solipsisme transcendantal, cette idée que la conscience est première, n'est pas une fuite du réel. C'est la reconnaissance que le réel commence dans la conscience. Platon parlait d'hommes enchaînés dans une caverne, prenant les ombres pour la réalité. Mais inversons l'image, et si la vraie caverne était le monde extérieur, et si ceux qui trouvent la lumière la trouvaient en fermant les yeux, cette inversion n'est pas qu'un jeu intellectuel. Elle correspond à l'expérience vécue de millions de contemplatifs, d'artistes, de rêveurs lucides à travers l'histoire. Ils ont tous découvert la même vérité paradoxale. Plus on descend en soi-même, plus on touche l'universel. Le personnel devient transpersonnel. L'intime devient cosmique. La solitude devient communion avec tout ce qui existe. Comment est-ce possible? Parce que la conscience qui vit en vous est la même qui vit en toute chose. Les formes diffèrent, mais la lumière qui les éclaire est unique. Trouver cette lumière en soi, c'est la trouver partout. Christophe Colomb a traversé l'océan pour découvrir un nouveau monde.
Rimbaud a fermé les yeux et a découvert que je est un autre. Lequel des deux a fait le plus long voyage? Les conquistadors espagnols cherchaient l'Eldorado dans les jungles amazoniennes. Ils ne l'ont jamais trouvé. Pendant ce temps, Thérèse d'Avila, dans sa cellule de carmélite, explorait le château intérieur de l'âme et y trouvait des trésors que nul conquistador n'a jamais rapportés. L'histoire célèbre les explorateurs externes. Elle oublie souvent les navigateurs de l'invisible. Baudelaire n'a presque jamais quitté Paris. Pourtant, ces fleurs du mal contiennent des continents entiers de sensations, des archipels de correspondance, des abysses de spleen et d'idéal. Chaque poème est une expédition dans les territoires inconnus de l'âme humaine. Emily Dickinson n'a jamais quitté la maison de son père. Ses poèmes voyagent plus loin que n'importe quel astronaute. Jorge Luis Borges imaginait une bibliothèque de Babel contenant tous les livres possibles. Cette bibliothèque infinie, vertigineuse, incompréhensible, n'est-elle pas une métaphore parfaite de l'esprit humain? Nous portons en nous toutes les histoires possibles, tous les mondes imaginables. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que les mystiques savaient. Le cerveau ne perçoit pas la réalité, il la construit. Chaque cerveau est un univers unique, créant sa propre version du monde à partir des mêmes stimuli. La couleur rouge que vous voyez n'existe pas dans le monde physique, c'est une création de votre conscience. Le son de la musique, la saveur du vin, la beauté d'un visage, tout cela naît dans l'alchimie intérieure de votre être. Si le cerveau construit la réalité qu'il perçoit, alors ceux qui explorent leur intériorité explorent littéralement la source du monde. Mallarmé cherchait le livre absolu, celui qui contiendrait tout. Il ne l'a jamais écrit, ou plutôt, il a compris que ce livre s'écrivait lui-même dans chaque conscience éveillée. Nous sommes tous des bibliothèques vivantes, des univers en expansion, des Big Bang silencieux. La différence entre l'explorateur externe et l'explorateur interne, l'un photographie des paysages, l'autre les engendre. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Élise. Élise était peinte, mais pas n'importe quelle peinte. Elle peignait des paysages qu'elle n'avait jamais vus, des villes où elle n'avait jamais mis les pieds, des visages qu'elle n'avait jamais rencontrés. Ses toiles troublaient les visiteurs de ses expositions. « J'ai grandi dans cette rue », s'exclamait quelqu'un devant un tableau. « C'est le visage de ma grand-mère », murmurait un autre. Comment était-ce possible? Élise ne sortait presque jamais de son atelier. Elle ne voyageait pas, ne prenait pas de photos, ne collectionnait pas les images. Elle fermait simplement les yeux et laissait monter les visions. « Je ne peins pas ce que je vois », expliquait-elle. « Je peins ce qui veut être vu. » Cette distinction est capitale. Elle ne projetait pas ses fantasmes sur la toile. Elle se faisait canal, médium, sage-femme d'images qui existaient déjà quelque part dans l'invisible. Son pinceau était une baguette de sourcier, mais au lieu de chercher l'eau, elle cherchait les mondes. Un jour, un collectionneur japonais acheta une de ses toiles. C'était un jardin de thé, parfait dans ses moindres détails. Le vieil homme pleurait en la regardant. « C'est le jardin de mon enfance, dit-il. Il a été détruit par un tremblement de terre il y a 50 ans. Comment avez-vous pu le peindre ?» Élise sourit doucement. « Je ne l'ai pas peint. Il s'est peint à travers moi. » Cette anecdote révèle quelque chose de vertigineux. Et si tous les lieux, tous les visages, toutes les histoires existaient déjà quelque part dans un espace psychique collectif, et si certains êtres avaient simplement la capacité d'y accéder, les enfants connaissent naturellement ce secret. Observez un enfant jouer seul. Il crée des univers complets, avec leurs lois, leurs habitants, leurs drames. Ces mondes ne sont pas moins réels que le nôtre. Ils obéissent simplement à d'autres règles. L'enfant est démiurge, créateur, explorateur de ses propres créations. Nous perdons cette capacité en grandissant, ou plutôt, nous l'enfouissons sous les couches du réalisme.
mais elle ne disparaît jamais complètement. Elle attend, patiente, qu'on lui redonne la permission d'exister. Chaque rêve nocturne est une preuve que cette puissance créatrice vit toujours en nous. J'ai rencontré une fois un homme qui se définissait comme cartographe de l'âme. Il ne dessinait pas des cartes géographiques. Il dessinait les territoires intérieurs qu'il explorait en méditation. Ces cartes montraient des océans d'émotions, des montagnes de résistance, des vallées de paix, des déserts de solitude féconde. Chaque être humain est un continent inexploré, disait-il. La plupart meurent sans avoir découvert ne serait-ce qu'une île de leur immensité. Comment cultive-t-on cette psychologie de l'exploration intérieure? Commençons par un exercice simple mais profond, la chambre intérieure. Fermez les yeux. Imaginez que vous descendez un escalier à l'intérieur de vous-même. Chaque marche vous éloigne du bruit du monde. Chaque pas vous rapproche de votre centre. Au bas de l'escalier, une porte. Derrière cette porte, votre chambre intérieure. Cette chambre n'obéit pas aux lois de la physique. Elle peut être aussi vaste qu'une cathédrale ou aussi intime qu'un cocon. Elle peut contenir une bibliothèque infinie, un jardin secret, un observatoire donnant sur les étoiles intérieures. C'est votre espace, votre sanctuaire, votre laboratoire de l'âme. Visitez cette chambre chaque jour. Au début, elle semblera peut-être floue, instable. Mais avec la pratique, elle gagnera en netteté, en consistance. Des objets apparaîtront, chacun symbolisant un aspect de votre psyché. Des visiteurs viendront, par de vous-même qui demandent à être entendus. Le journal intime devient alors une pratique essentielle. Mais pas le journal des événements externes. Non, le journal de l'explorateur intérieur note les mouvements de l'âme, les découvertes psychiques, les synchronicités, les rêves, les intuitions. C'est le carnet de bord d'un voyage qui n'a pas de fin. L'attention flottante, chère à Freud, prend ici tout son sens. Au lieu de fixer votre attention sur un objet, laissez-la dériver comme un nuage. Observez où elle va naturellement. Quelles pensées émergent? Quelles images? Quelles sensations? Ne jugez pas, ne contrôlez pas, observez simplement le théâtre intérieur. L'association libre révèle les connexions secrètes. Un mot en appelle un autre. Une image en évoque une autre. Suivez ces chaînes d'association comme Thésée suivait le fil d'Ariane. Elles vous mèneront toujours vers quelque chose d'important, quelque chose qui demande votre attention. Comment transformer l'anxiété externe en curiosité interne? Quand l'anxiété monte, au lieu de la fuir ou de la combattre, tournez-vous vers elle avec curiosité. Que es-tu venu m'enseigner? Demandez-lui. L'anxiété est souvent un messager déguisé. Elle signale qu'une part de vous demande attention, qu'un changement intérieur est en cours. Le dialogue avec vos personnages intérieurs. Nous ne sommes pas unifiés, nous sommes multiples. L'enfant blessé, le parent critique, le sage intérieur, le rebelle, le rêveur, tous coexistent en nous. Apprendre à dialoguer avec ces parts, à les écouter, à les intégrer, c'est l'essence du travail intérieur. Prenez une feuille blanche. Laissez votre main dessiner sans intention. Ne cherchez pas à représenter quelque chose. Laissez simplement les lignes apparaître. C'est l'art comme sismographe de l'âme, enregistrant les tremblements subtils de votre monde intérieur. L'art n'est pas réservé aux artistes. C'est un outil de connaissance de soi accessible à tous. Que ce soit par l'écriture automatique, le dessin intuitif, la danse libre, le chant improvisé, chaque expression créative est une fenêtre sur l'invisible. La pratique de la contemplation active. Choisissez un objet simple, une bougie, une fleur, une pierre. Regardez-le jusqu'à ce qu'il cesse d'être un objet et devienne une présence. Jusqu'à ce que la frontière entre observateur et observé se dissolve. Dans cette dissolution, une connaissance nouvelle émerge.
Voici maintenant la révélation centrale qui change tout. Le monde extérieur n'existe que dans la mesure où nous lui donnons vie. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Elle ne dit pas que le monde extérieur n'existe pas. Ce serait du solipsisme stérile. Elle dit qu'il n'existe pour nous que dans la mesure où notre conscience l'anime, l'interprète, lui donne sens. Un coucher de soleil n'est beau que pour une conscience capable de beauté. Une musique n'est émouvante que pour une âme capable d'émotion. Sans conscience pour le percevoir, l'univers serait-il autre chose qu'un vaste mécanisme aveugle? Les couleurs existent réelles sans œil pour les voir, les sons sans oreille pour les entendre, la beauté sans cœur pour la ressentir. Nous ne sommes pas victimes du monde, nous en sommes les co-créateurs. Chaque perception est une création. Chaque interprétation est un acte démiurgique. Nous ne subissons pas passivement la réalité, nous la tissons activement à chaque instant. Comprenez bien la radicalité de ce renversement. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances extérieures. Vous êtes le lieu où ces circonstances prennent sens. Vous êtes l'alchimiste qui transforme les événements bruts en expériences vécues. La solitude créatrice n'est pas l'isolement stérile. C'est le retrait nécessaire pour entendre sa propre voix. Dans le silence intérieur, des mondes entiers peuvent naître. Dans la solitude féconde, on touche à l'universel. L'isolement stérile, lui, est fuite. Fuite de soi-même, fuite de la responsabilité créatrice. On se coupe des autres mais aussi de soi. On s'enferme dans une bulle de ressentiment et de peur. La différence, l'intention et la conscience. La solitude créatrice est choisie, cultivée, féconde. L'isolement stérile est subi, craint, vide. Tout conflit externe est d'abord un conflit interne. Cette loi psychologique est implacable. Ce qui nous irrite chez les autres révèle nos propres ombres. Ce que nous combattons dans le monde reflète ce que nous n'avons pas résolu en nous. Voulez-vous changer le monde? Commencez par explorer vos propres continents intérieurs. La paix que vous trouvez en vous rayonne naturellement. La clarté que vous gagnez éclaire ceux qui vous entourent. La liberté que vous conquérez inspire la libération des autres. Le passage de victime à créateur est le saut quantique de la conscience. Tant que vous vous voyez comme victime, vous donnez votre pouvoir aux circonstances. Dès que vous vous reconnaissez créateur, vous reprenez les rênes de votre existence. Imaginez un instant l'océan. L'océan qui découvre soudain qu'il contient toutes les vagues. Qu'il n'est pas victime des tempêtes, il est à la fois la tempête et le calme. Il est la profondeur imperturbable et la surface agitée. Vous êtes cet océan, chaque pensée est une vague. Chaque émotion est un courant. Chaque expérience est une marée. Mais vous êtes aussi la profondeur silencieuse où tout cela se joue. Si vous êtes l'univers qui s'observe lui-même, que choisissez-vous de voir? Cette question n'est pas rhétorique. Elle est l'invitation la plus radicale qui soit. Elle vous rend responsable non pas de ce qui arrive, mais de comment vous le voyez, de ce que vous en faites, du monde que vous créez à partir du matériau brut de l'existence. Le miroir est devenu fenêtre. Ce qui ne reflétait que l'extérieur s'ouvre maintenant sur l'infini intérieur. Ce qui semblait prison devient portal. Ce qui limitait libère. Le silence n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence à ce qui est. Dans ce silence vibrant, des mondes naissent. Des univers s'effondrent et renaissent. L'Éternel présent révèle sa richesse inépuisable. Fermez les yeux pour enfin voir. Paradoxe ultime de ceux qui trouvent le monde en eux-mêmes. Les paupières closes ne sont pas un mur, mais une porte. L'obscurité n'est pas absence de lumière, mais matrice de toutes les lumières possibles. Les mystiques de toute tradition l'ont su. Le royaume des cieux est au-dedans. Le trésor est dans le champ de notre propre être. La pierre philosophale qui transforme le plomb en or n'est autre que la conscience éveillée à sa propre nature. Et si la quête extérieure n'était qu'un long détour?
Pour revenir à ce que nous n'avons jamais quitté, le voyage le plus long est celui qui mène de la surface de soi-même à sa propre profondeur. C'est un voyage sans distance qui prend parfois toute une vie. C'est une exploration sans carte où chaque pas révèle un territoire nouveau. Alors je vous laisse avec cette invitation silencieuse. Fermez les yeux, respirez, descendez. Le monde entier vous attend là où vous êtes déjà. Dans l'immobilité parfaite, l'univers danse.